Et alors que les combats forages, vous l'avez vu, et que l'exode des Ukrainiens se multiplie, cette annonce qui nous est parvenue il y a peu, l'Ukraine se dit prête à des pourparlers avec la Russie, des discussions qui pourraient avoir lieu à la frontière biélorusse, pourraient être à Gomel, près de Tchernobyl, des pourparlers d'ailleurs qui pourraient intervenir notamment dès ce dimanche. Et avec nous en plateau pour interpréter, analyser cette annonce, notre chroniqueur international Marc Perelman nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour Antoine. Marc, cette annonce de pourparlers, donc je le disais, comment interpréter cette annonce selon vous? Est-ce qu'il y a une réelle volonté de négocier de la part des Russes? En tout cas, c'est la première fois depuis tous ces jours de guerre où il y a un mince espoir de dialogue. On sait que rien que ce matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait refusé la proposition russe de tenir des pourparlers à Minsk, en affirmant que la Biélorussie étant un État depuis où sont lancées des attaques contre l'Ukraine, c'était totalement inacceptable pour lui. Il avait proposé d'autres alternatives en Europe, en Azerbaïdjan, en Turquie. Visiblement, les discussions n'ont pas été rompues à ce stade-là. Elles ont continué pour arriver à un accord annoncé par le bureau de M. Zelensky, disant que des négociations allaient se tenir à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, dans la zone de Tchernobyl. Alors reste à savoir où exactement, mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui parlait lors d'une conférence de presse, a affirmé que oui, une délégation était en route et que c'est suite, et ça c'est aussi intéressant quand même, à une conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, alors que évidemment la tension est extrême entre les deux. Ils se sont parlé. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a affirmé que le président biélorusse avait assuré à son homologue ukrainien qu'il n'y aurait pas de frappe depuis la Biélorussie contre l'Ukraine tant que ces négociations seraient en cours. Donc c'est évidemment très fragile, très prématuré, mais c'est la première fois qu'il y a un vague espoir de discussion du côté ukrainien. On a aussi affirmé qu'il n'y avait pas de préconditions à cela. Donc reste à voir si cette réunion va avoir lieu. On peut dire une chose, c'est que le président ukrainien n'ira pas en personne là-bas parce que lui-même a affirmé qu'il était en danger. Et oui, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a une crainte pour sa sécurité, notamment. Évidemment. Et s'il y a une crainte pour sa sécurité, vu la méfiance qu'il y a du côté ukrainien, sans doute justifiée, non seulement envers la Russie, mais aussi la Biélorussie, on peut imaginer que la délégation qui a été envoyée là-bas ne comporte pas d'officiels ukrainiens de haut rang, mais au moins, alors qu'on entend des menaces, on voit des batailles, pour la première fois, il y a un vague espoir de discussion diplomatique. Je rajoute juste, même si ça n'a pas été mentionné, que le président français Emmanuel Macron a parlé hier soir à Alexandre Loukachenko. Donc on peut imaginer quand même qu'il y a une volonté des deux côtés qui se battent sur le terrain, mais aussi du côté européen, sans doute américain, d'essayer d'imaginer une sortie de crise, pas de résolution diplomatique complète, mais au moins pour avoir une accalmie sur le front. C'est encore loin d'être le cas, évidemment. Un mot également avec vous, Marc. Est-ce que cette volonté de négocier russe est assez récente? Est-ce qu'elle est liée d'une certaine manière à pas l'enlisement, mais au progrès moins rapide que prévu sur le terrain au niveau de leur offensive militaire? Ça peut être une interprétation. Cependant, évidemment, on entend des bruits de bottes, y compris nucléaires, du côté de Vladimir Poutine, presque de façon concomitante à cette annonce de discussion. Voilà, quand il affirme qu'il veut mettre en alerte la force de dissuasion, tout le monde comprend que c'est une force de dissuasion a priori nucléaire. Donc c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Mais c'est pas étonnant, c'est le jeu de Vladimir Poutine de souffler le chaud et le froid. Une chose est sûre, il espérait gagner très vite, il espérait que Volodymyr Zelensky sauterait dans le premier avion pour Paris, pour Washington ou pour Berlin. Ce n'est pas le cas, ça se passe moins bien et il y a des questions qui se posent parce que pourquoi est-il en Ukraine? Que va-t-il faire? Jusqu'où? Dans quel but final? Donc il doit aussi y avoir une volonté du côté du Kremlin d'imaginer une porte de sortie à cette crise qui soit autre qu'une invasion complète et sans doute mortifère de l'Ukraine. Dans les ruines de Soledar, ce journaliste russe progresse avec précaution. Un coup d'œil rapide avant de s'élancer. Là, on est à découvert.
Il y a un char qui avance, on nous a dit de ne pas nous attrouper, d'avancer par petits groupes de 2 ou 3 maximum. Ce qui est justifié car à n'importe quel moment, on peut être attaqué, être touché par une frappe. Les Ukrainiens se trouveraient encore dans certains faubourgs, après avoir dû quitter le centre-ville, chassés par les Russes. On se trouve à côté de la centrale électrique de la ville de Soledar. Regardez, il y a des vestiges de la présence des militaires ukrainiens dans quasiment tous les bâtiments. Là, des restes de rations. Ici, des caisses de munitions vides et des armes de l'OTAN. Du côté russe, des vidéos de propagande sont abondamment diffusées sur les réseaux sociaux. La milice Wagner affirme avoir pris la ville. On se trouve dans Soledar qui vient d'être libéré par les unités d'assaut de Wagner. Je ne peux pas dire que l'attaque se soit déroulée facilement, car on a affronté un adversaire coriace. Yevgeny Prigojine, le patron de la milice privée, se met une nouvelle fois en scène. Il s'attribue la victoire. Je suis venu ici pour remettre des médailles aux gars qui ont pris Soledar. Cet homme-là a commandé la prise de la ville. Il l'a conquise en 2 semaines, sans traîner. Cela fait des semaines qu'il veut montrer à Vladimir Poutine qu'il a réussi à prendre un territoire. Mais à Soledar, petite ville du Donbass à 10 km de Bakhmout et réputée pour ses mines de sel, la situation reste très instable. Selon les renseignements britanniques, les Ukrainiens continuent de tenir certaines de leurs positions. Pour recueillir le témoignage d'Ukrainiens, il faut se rendre ici, à 40 km du front. Des soldats viennent se ravitailler dans cette station essence. Pedro est pilote de drone. Il raconte l'intensité des combats. Les Russes arrivent et arrivent. On a l'impression que c'est sans fin. Il y a même ceux qui avancent sans gilet pare-balles, sans casque. C'est seulement quand leurs pertes sont trop importantes qu'ils arrêtent l'assaut. S'ils ont un objectif, ils continuent d'avancer sans compter leurs morts. Victor fait partie d'une unité d'artilleurs. Il s'est arrêté faire le plein, un moment de répit avant de retourner au front. Mais sa détermination reste intacte. Personne ne pense à se retirer, chacun tient ses positions et fait son travail. Nous gardons le moral, tout le monde s'est engagé volontairement, chacun sait à quoi s'attendre. C'est pour ça que personne ne recule. Un peu plus loin, une dernière accolade. Cette brigade aux commandes de chars doit repartir en première ligne. Alexander reconnaît la dureté des batailles. Le seul problème, c'est le manque de blindés, parce que la technique s'use. Bien sûr, nous avons des pertes. C'est la guerre, on ne peut pas éviter ça. Nous aurons des morts et des blessés, et il y en a déjà beaucoup. Avant la guerre, Soledar comptait 12 000 habitants. Des civils contraints de fuir cette ville réduite en cendres. Certains ont été transférés en zone russe, à une centaine de kilomètres. Comment allez-vous? Ça peut aller. Nous, on est tous là avec le petit. Des personnes âgées, des enfants entassés dans des dortoirs. Yelena survivait jusque-là dans le sous-sol de sa maison de Soledar. Désormais, il n'y a plus rien là-bas. Tout est détruit. Tout est cassé. Selon le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, près de 500 civils ukrainiens seraient eux encore piégés dans les ruines de Soledar.